Bah tiens, passons à Jaime Jaquez, si tu veux bien, Jaime Jaquez Junior, le nouveau JJJ apparemment. 28 minutes par match pour JJJ, le deuxième, 75 matchs, 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne d'efficacité. Grosso modo, il est au niveau moyen d'efficacité, voilà, sur un usage de quasiment 20% de volume de responsabilité, donc c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus, évidemment. Mais pour te lancer, on est vraiment sur une excellente surprise de cette année à Miami. Absolument, c'est ce que je te disais un peu en préambule, c'est que alors au-delà des statistiques qui sont pas toutes flatteuses, hein, tu l'as dit, bon, faut quand même prendre en compte que c'est un rookie, même si c'est un rookie expérimenté. Sur l'impression visuelle, sur tout ce qu'il a amené dans le jeu, dans une équipe qui était pas ultra fonctionnelle toute la saison, je pense que pour un joueur drafté 18e ou dans cette zone-là récemment, j'ai pas vu beaucoup de mecs qui m'ont fait une meilleure impression en termes de maturité dans le jeu, d'énergie, d'intensité, tout ce que j'aime bien et qui ne se comptabilise pas forcément sur le plan statistique. Je sais pas s'il a vocation à être un titulaire dans une équipe ambitieuse, hein. Je sais pas encore. Par contre, il a vraiment un profil d'energizer des deux côtés du terrain, dans l'effort, là aussi au niveau offensif. C'est vraiment un mec qui m'a plu et dont j'avais pas forcément deviné la capacité à avoir ce niveau-là par rapport à ce qu'il montrait à la fac. Il était bon à la fac, hein, c'était pas un mauvais joueur du tout, mais il a fait pas mal de saisons. Je le voyais pas être aussi impactant en tout cas. Ouais. Ça m'a surpris et je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner par la suite parce que est-ce que c'est simplement un peu l'effet de surprise, le contexte Miami qui colle bien avec sa personnalité et son style de jeu. Moi, je me rappelle à sa draft, Pat Riley qui lui téléphone en disant on te voulait vraiment, on t'a ciblé. Je me suis demandé si c'était simplement ce que faisaient tous les GM avec les joueurs qui draftaient, ou si avec quelque chose de l'ordre du scouting vraiment préparé de longue date. Et j'ai l'impression qu'il est quand même bien dans le moule à Miami. Donc je sais pas ce que ça donnerait ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur sa saison rookie et je pense qu'il va être à nouveau très très important pour le Heat là cette saison et peut-être même à l'avenir. Bah, je pense que ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est que tu vois, on le connaissait hein, au niveau de la draft, mais en fait, il s'est imposé non pas en améliorant un peu ses faiblesses, mais juste en ses forces qui sont beaucoup mieux transposées que ce qu'on aurait pu penser en fait. Parce que tu vois, à l'époque, on disait, c'est pas moi j'ai pas scouté, mais les mecs ils disaient, il y a des limites de shoot, mine de rien, de shoot et de défense. Donc à quel point ça peut passer, parce que bon, ça sera pas un créateur star en NBA. Donc si t'as pas le shoot pour complémenter un autre créateur et si t'as pas trop la défense, ça peut être un peu compliqué. Il se trouve que cette année à Miami, effectivement, on est encore à 32,5, 33% à 3 points. C'est pas, voilà, le shoot n'est pas trop là, quoi. Et le volume non plus. C'est pas comme s'il prenait beaucoup de 3 points mais qu'il les mettait pas. Mais voilà, le shoot ne s'est pas transposé. Mais par contre, là où, ce que les mecs de la draft n'avaient pas forcément autant prévu, c'est que ses forces se transposent beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qui était prévu. Donc, c'est-à-dire, pas juste un créateur sympa pour le niveau NCAA, mais finalement un créateur sympa pour le niveau NBA, en fait. Donc ça, c'est quand même ce qui a fait que sa saison a été intéressante. Et je pense que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour moi, le maître mot de son profil, c'est polyvalence, parce que il y a pas un truc qui fait de génial, mais en fait, il touche à tout. Ça c'est clair et net, il y a une vraie polyvalence. Il y a des choses, parmi les choses qui m'ont surprise aussi, j'avais pas vu, je l'imaginais pas avec un aussi bon footwork au niveau NBA. Ouais. Je l'imaginais pas avec il a quand même une variété de feintes quand il attaque après quand il attaque le cercle, il a enrhumé un paquet de mecs quand même cette année, ça m'a beaucoup surpris. Une forme de sang-froid à la fois il a une espèce de feu intérieur d'énergie comme ça, mais je le trouve assez froid quand même dans les prises de décision, ça va avec la maturité hein, finalement. Sa panoplie est vraiment intéressante, c'est un joueur que je trouve complet, qui a vraiment montré des très bonnes choses. Donc ouais, il va être, ça peut être un couteau suisse un peu parfait pour une équipe, que ce soit Miami ou une autre. J'imagine Miami quand même dans un premier temps, mais une belle variété, une belle palette qui pose question sur quel type de joueur ça peut être sur le plan individuel dans l'optique de ce classement aussi pour tout à l'heure. Ouais. Bah c'est ça, c'est vrai que je pense pas que le potentiel devienne d'un coup génial, quoi. Tu vois, ça m'étonnerait qu'on ait affaire à un All-NBA ou quoi que ce soit. Là-dessus, les limites de la draft, voilà, c'était pas que des défauts, il a aussi certaines limites, je trouve, parfois, de l'explosivité, ça va pas venir, quoi. Il l'a pas trop. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point est-ce qu'il va pouvoir compenser, parce que pour l'instant, il le fait.
il le fait pas à un niveau All-Star, mais il le fait pas mal, quoi. De compenser, comme tu dis, par le footwork de très grande qualité, en plus, c'est marrant parce qu'il tombe à Miami où il y a un peu Butler qui joue comme ça, quoi. C'est-à-dire que Butler, c'est la superstar qui est pas explosive, mais qui a un footwork démentiel, qui joue à un rythme lent avec à la fin comment dire, des stop and go, des double step ou des trucs un peu, voilà, c'est tout en très crafty comme ils disent. Et c'est vrai que, là-dessus, je pense pas qu'il y ait un potentiel gigantesque, mais par contre, c'est vrai qu'on a déjà, en l'état, je trouve un niveau de création et de polyvalence qui fait que, à mon sens, c'était un niveau top 100 en fait, assez clairement, parce que de suite on est arrivé et on a un mec qui a un volume, pas de star, mais un bon petit volume pour le coup, alors que les rookies c'est pas dit tout le temps, mais lui, après voilà, il est aussi plus vieux, donc il a aussi peut-être un peu plus de compétences en termes d'expérience, etc. Mais d'un coup il arrive et c'est le mec qui touche à tout, quoi. C'est le mec qui il a des paniers assistés parfois, mais pas tant que ça non plus, tu vois. On n'est pas à 70-80% comme Markkanen ou comme Barnes dont on a parlé. C'est le mec qui est plutôt équilibré, qui peut faire un peu de drive avec son rythme un peu lent, qui peut faire un peu de post-up aussi. C'est une arme pas mal utilisée, ce post-up de Jaquez, qui a du passing aussi, t'en as parlé. Là encore, le ratio de playmaking, les passes qu'il fait relatif à son nombre de ballons, c'est équilibré, quoi. On a affaire à un mec qui est plutôt bien distribué entre passing et scoring. Donc c'est franchement, on a un truc pas mal, et je pense que, encore une fois, c'est intéressant de voir qu'il s'est pas fait son trou en améliorant ses faiblesses, mais plutôt avec des forces qui sont mieux transposées que ce qu'on aurait pu croire, quoi. Donc tout ça est intéressant. On a en plus un niveau d'efficacité qui, contrairement à la majorité des rookies et des porteurs de balles très jeunes, n'est pas inefficace, il est juste au niveau de la moyenne, quoi. Alors que tu sais, d'habitude, parfois il y en a qui font des moins 5, moins 6, moins 10% d'efficacité relative à la moyenne. Lui non, lui il est au niveau de la moyenne, donc ça c'est bien, c'est pas génial, mais c'est un rendement qui est, je trouve, satisfaisant quand tu mets tout ça en compte, quoi. Le côté tactique, l'atout tactique du post-up, du drive, un peu de cut, up off ball, plus le passing, plus en plus, il arrive à Miami où Butler, comment dire, Butler, c'est la superstar qui aime pas créer, quoi. Laissez-moi tranquille, je veux pas beaucoup de balles en saison régulière. Donc, ça a peut-être aussi aidé le fait que, Butler était pas trop présent. Donc, lui a pu prendre un peu de volume. Et je pense que c'était, sincèrement, un des 3-4 meilleurs créateurs de Miami cette année et un créateur de plutôt bon niveau, quoi. Donc, je pense que le niveau est là. Après, voilà, les faiblesses de 3 points, ok, les faiblesses de défense. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, toi, d'ailleurs, de sa défense, je peux te lancer. Sa défense sur le plan il a une défense très énergique, très intense, ce que j'aime bien et que je respecte beaucoup, parce que je pense que ça a de l'importance et de la valeur en NBA quand même. Le niveau d'effort te détermine aussi quand même pas mal de choses, même si tu peux pas compenser la taille, compenser parfois des déficits physiques et tout ça. Mais lui, en fait, comme pour l'attaque, tu sais, j'ai l'impression qu'il a il a un profil de sixième homme parfait un peu, et pour moi ça se traduit aussi bien en attaque qu'en défense, parce que il est capable de un peu sur des missions, sur des mecs, un peu juste pour réveiller un peu un collectif dormant, et là-dessus il est irréprochable, et j'en ai pas vu beaucoup qui avaient ce niveau-là. J'inclus l'attaque et la défense, enfin après pour la défense, il évolue à Miami où c'est quand même c'est globalement un maître mot. Faut avoir quand même des compétences à minima correctes dans ce secteur-là pour avoir le droit de s'exprimer. Mais moi, je trouve vraiment intéressant là-dessus sur la notion d'effort, de combativité qui font pas tout. Hein. Elle t'amène pas. Il y a des statistiques plus poussées qui montrent qu'un mec est meilleur en défense que ça. Mais là, je valorise vachement ce qu'il apporte de ce côté-là, en tout cas. Ouais, et puis je trouve que c'est une bonne marque de sa valeur et de sa compétence, le fait qu'il joue autant, comme tu dis, dans une équipe qui est aussi bâtie pour la défense, avec un coach qui aime bien la défense. Ah ouais. Le fait qu'il joue déjà, c'est un bon indicateur que, en fait, il est viable, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, on a un aspect où on-ball, donc face au ballon, ça peut se faire dépasser. C'est effectivement, on retrouve un peu le côté lenteur d'appui qu'on a pu voir à la draft et qui le faisait un peu baisser dans les mock drafts. Ok, mais de l'autre côté, on a aussi, je trouve, une bonne intelligence de jeu, même plutôt très bonne intelligence de jeu, ce qui fait que c'est pour ça qu'il joue, en fait. C'est parce qu'il est pas du tout perdu dans les schémas. Donc tout ce qui est justement défense off-ball, c'est pas non plus un playmaker parce que il a des bras un peu petits. C'est pas le mec qui va jaillir sur les lignes de passe avec ses bras longs, son explosivité. Mais c'est le mec qui en fait est assez bien placé tout le temps, qui comprend les mécanismes d'une défense collective, qui voilà, tu vois, le pourcentage d'interception, 1,6. C'est plutôt pas mal, et c'est un indicateur toujours intéressant du QI basket. Et voilà, dans la défense de Miami, avec beaucoup de stunts, la gap defense, des schémas dynamiques est assez exigeant finalement en termes de compréhension de jeu et de exécution.
je l'ai jamais trouvé perdu, je l'ai même trouvé plutôt pas mal. Donc, ce qu'il n'a pas en fait en côté sexy, flashy, de défense on-ball, de vitesse latérale, etc. En fait, il l'a aussi il est largement viable de par cette défense off-ball où il est jamais perdu. Donc, ouais, je trouve qu'au final, tu vois, on a un créateur polyvalent qui crée du scoring, qui crée du passing, qui est aussi pas mal au niveau des cuts, on l'a pas trop dit, mais intelligence de jeu en attaque aussi au niveau des cuts, qui défensivement tient la route. Je trouve qu'au final, ça fait un package assez viable, quoi. Ouais, et puis on a vraiment l'impression qu'il a toujours été là, il s'est fait sa place sans avoir à forcer. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et je sais pas ce que ça va donner. C'est toujours compliqué d'imaginer l'évolution. Est-ce qu'il sera toujours sur ce niveau-là d'apport, de performance, ou est-ce qu'il peut encore... tu disais que tu le voyais pas avoir un potentiel de All-NBA, évidemment, je partage ton avis. Par contre, ça peut être un des meilleurs energizer remplaçant de toute la NBA, à mon avis. S'il continue sur cette voie-là, je pense qu'il sera dans cette fibre de joueur. En tout cas, je le vois bien comme ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant que tu le mettes dans la liste dans un top 100, parce que, en tout cas, qu'il soit éligible à un top 100, parce que c'est peut-être pas un nom qui viendrait directement pour la plupart des gens, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu à Miami cette année, je suis assez d'accord. Je valorise vachement tout ce qu'il apporte et ce qu'il va encore apporter, à mon avis, sur la saison qui arrive là. Eh bien, faisons la transition vers le classement. Où est-ce qu'on le projette alors? Hey, par rapport à un Harrison Barnes, vu que je t'ai dit en introduction que je le mettais plutôt devant. C'est là que c'est compliqué. Non, tu peux le mettre devant, il y a pas de problème. Ouais. On va pas le mettre trop devant non plus quand même, parce que non, si il va pas être 30e. Voilà. Je sais pas. Je serais tenté de le mettre peut-être un cran devant encore, ou quelques places devant Barnes au final, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais pas non plus devant des mecs que j'estime trop, comme Lou Dort par exemple. Tu vois, Lou Dort apporte beaucoup trop à mon sens pour être derrière Jaime Jaquez dans un top 100 par exemple. C'est vrai que pour l'instant dans le top 60, on a un groupe là entre 40 et 45 grosso modo de ce qu'on appelle les créateurs secondaires, on peut dire. Mais tu vois, pour moi, il est pas là-dedans. Je trouve qu'il a quand même moins d'impact encore, et moins de volume et moins de création, et moins d'impact que tout ce qui est Van Vliet, McCollum, Bogdan Bogdanovic. Je pense qu'il est quand même un cran en dessous de ceux-là. Pour moi, ouais, j'avais un point de repère, un Klay Thompson ou qui est par là, qui est pile à l'endroit où tu discutais, tu vois, Klay Thompson, qui est pas du tout le même style, c'est pas le même métier, mais qui, pareil, en termes d'efficacité, c'est pas top, c'est un peu au niveau de la moyenne. Défensivement, c'est pas top non plus. Je pense qu'on peut être autour de cette zone-là, et donc on est juste au-dessus de Lou Dort. Mais toi, t'avais l'air de dire que tu aurais voulu peut-être casser le groupe de 3&D là pour mettre Lou Dort au-dessus, c'est ça? Ah oui, ouais. Ça peut s'envisager. C'est l'affect encore, c'est dur. Oui, comme ça, j'aurais cassé pour regarder Lou Dort au-dessus. Je me vois pas mettre Jaquez devant Dort, en fait. On peut faire ça. On peut faire ça. Je pense, n'hésite pas. Non, moi, ça me va. De toute façon, on réfléchit en termes de chapeau. On n'est pas à la place près, de toute façon. Mais effectivement, tu vois, le mettre pas trop loin de tout ce qui est Klay Thompson, Banchero, Cunningham, qui ont beaucoup plus de volume, mais avec une inefficacité beaucoup plus grande aussi. Donc finalement, ça ramène un peu la valeur. Ça compense un peu, on va dire. Donc pas trop loin de ce genre de créateur, ça me va. Mais pas non plus dans la zone créateur. Hero, Murray, Van Vliet, ça me va aussi. Donc, ok, mettons-le là. Effectivement, on peut un peu séparer les 3&D. Donc, entre Lou Dort et Nesmith, alors. Un truc comme ça. Si ça te va. Eh bien, très bien, faisons ça. Et donc, passons au petit quiz pour terminer ce profil. Nous sommes le 25 décembre 2023. Et oui, c'est le Christmas Game de Miami. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens contre qui est-ce qu'il jouait. Mais pas du tout. Jaquez a fait un record à l'époque de 31 points, c'est son record en carrière, en jeune carrière. Je vais te demander qui est sur le terrain au moment du dernier panier de cette soirée record à 31 points. Qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier? C'était contre qui le match? Ça n'a pas aucun. C'était contre les Sixers. Contre les Sixers. Alors, qui était là avec Jaquez? Bon. Est-ce que c'est un moment où Jimmy Butler jouait déjà? C'est ça la question. Il était pas là. Il était pas là, ouais. Il était pas là. Donc, quand Butler n'est pas là, il doit y avoir, Tyler Hero? Hero, oui, tout à fait. Ouais, Bam Adebayo. Oui. Kyle Lowry, peut-être? Oui, exactement. Kyle Lowry est encore là. Le 25 décembre, il est là. Ouais. Et donc, il m'en manque un.
dans le 5. Et le dernier, alors, il est un peu compliqué, mais si je te dis les Ça sent le frères, jeu de mots. si je te dis Abel. Abel et Cain, donc Jamal Cain. Exactement, magnifique. Ah là là, Il en faut de la culture pour avoir cet indice. Hein. c'est ça. Tout à fait, c'est Jamal Cain. Jamal Cain. Et de l'autre côté, alors, les côtés Sixers, puisque c'était un magnifique match de Noël où il n'y avait pas Butler, il n'y avait pas non plus. Et pas Joel Embiid, Et évidemment. pas Joel Embiid, évidemment. C'est le match de Noël que tout le monde a zappé. Ah la vache, ouais. Et donc quand Embiid était pas là, ils avaient tenté des trucs, ils avaient mis du... Bon, donc il devait y avoir Tyrese Maxey quand même. Oui. Tobias Harris. Tout à fait. Tobias Harris. Kelly Oubre. Exactement, Kelly Oubre. En pivot, si je te dis Parabailar. Mo Bamba, bien joué. Exactement, Parabailar la Bamba. Exactement, tout à fait. Et puis le dernier, c'est un arrière défensif qui est parti aux Warriors d'ailleurs. D'Anthony Melton. Donc, Exactement. Allez, un petit indice basket de temps en temps, ça fait du bien. c'est bien, c'est ça. Histoire de rappeler que... Ça vient équilibrer avec la folie. Mais tout à fait, tout à fait. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier de Jaquez.